Très très heureux de vous accueillir dans ces locaux de la COBEMA pour vous présenter une conférence de Claire Sévrac concernant son ouvrage Complot mondial contre la santé. Ouvrage assez dense, aussi bien en quantité qu'en qualité, c'est-à-dire que c'est un bouquin quand même de 450 pages avec 561 références sur la dérive la plus dangereuse de la société moderne, du choix moderniste ambiant, c'est-à-dire la santé. Et qui dit santé dit médecine, pharmacie, etc. et dit aussi agriculture, puisque ça va de soi. Si on continue à manger autant de pesticides, d'OGM, d'hormones, d'antibiotiques, etc. dans tout ce qu'on bouffe quotidiennement, ça finira très très mal. D'ailleurs, ça commence à mal aller. Donc ce bouquin, Dieu sait que j'en ai lu des bouquins sur la santé. C'est un petit peu mon domaine aussi, mais surtout j'ai fait le tour de dizaines et dizaines et dizaines de livres. Celui-là, il a l'intérêt d'être exhaustif, de résumer beaucoup de choses et de faire le tour un petit peu de la question. Ça ne sera jamais entier parce que les scandales, ils sont innombrables et extrêmement graves, extrêmement sérieux. Bien sûr, on les découvre après coup, quand il y a eu 2000 morts, le Mediator. Personnellement, je suis persuadé qu'on est bien au-delà des 2000. Ouais. Bien au-delà des 2000. C'est un génocide, c'est un meurtre de masse. Et bien sûr, 30 ans après, on a eu l'amiante, on a eu le sang contaminé. Ce qui se passe, c'est que on a des scandales comme ça éparpillés dans le temps et dans l'espace, et on n'arrive pas à saisir l'importance et la gravité de la situation. Par contre, avec un bouquin comme ça, qui fait une synthèse de tout ça, eh ben on a une vision d'ensemble assez effrayante. Mais bon, on n'est pas là pour plaire, ni pour raconter des petites histoires pour faire dormir les enfants. On est là pour dire la vérité. Donc je vais laisser Claire Sévrac présenter son ouvrage, puis on débattra si vous avez des questions quelconques sur le sujet. Et ensuite, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, elle vous signera une petite dédicace. C'est un bouquin extrêmement important qu'il faut avoir et prêter, distribuer dans la famille. Parce que les gens ne sont pas du tout conscients de tout ça. Les gens font confiance, de moins en moins, Dieu merci, mais ils font confiance et c'est normal qu'ils fassent confiance. On n'a pas fait des études de médecine, on n'est pas médecin, on fait confiance aux médecins, c'est normal. Donc par contre, il faut quand même s'intéresser à tout ça parce que ça commence à devenir inquiétant. Les épidémies de maladies dégénératives, neurodégénératives, les épidémies de toutes sortes, que ce soit la sclérose en plaques, l'autisme, c'est quand même inquiétant, ça ne va pas du tout. Le cancer, il suffit de voir les cartes mondiales du cancer, elles ne concernent que l'Occident, chimifié. Vous allez en Afrique, c'est tout vert. L'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, c'est rouge. Que ça soit le cancer du côlon, de la prostate, du sein chez la femme, le plus nombreux. C'est hallucinant, c'est tout rouge en Occident, vert, clair, très clair en Afrique et en Asie, ou en Amérique du Sud. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on a fait un choix scientifiste excessif qui fait qu'on se retrouve quand même avec des cancers. Il faut se réveiller quand même. Le cancer, ça fait très très mal. C'est hyper douloureux. C'est abominable un cancer. On finit pas beau. On pèse 30 kilos, la morphine ne fait plus rien. C'est très grave. C'est pas une grippe. Donc voilà, il faut quand même prendre un peu ça au sérieux. C'est ce qu'on essaye, ce qu'on tente de faire. Donc je vais laisser la parole à Claire Sévrac et on reprendra ensuite. Merci. Bonjour. Je voudrais dire en exergue une phrase de Rostand qui disait « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ».
Je pense que c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on est des cobayes et que, comme vient de le dire Salim, on le sait généralement 10 ans, 20 ans ou 30 ans après quand c'est beaucoup trop tard. Et que, par exemple, pour se raccrocher à l'actualité, l'histoire du Mediator qui vient d'exploser, en fait, s'il n'y avait pas eu Irène Franchon et s'il n'y avait pas eu des gens déterminés derrière, ils auraient continué à rendre malades et à tuer des gens qui prenaient un médicament en toute confiance avec l'aval de leur médecin. Il se trouve que là, ils ont été arrêtés, mais en fait, c'est le même schéma partout. Ça s'est passé pour le Vioxx, pour la thalidomide, pour le Distilbène, enfin et pour d'autres médicaments qu'on ne sait pas. Et puis d'autres, justement, que beaucoup de lanceurs d'alerte dénoncent en ce moment, dans l'indifférence générale, parce qu'ils s'en foutent. Mais par exemple, le vaccin de l'hépatite B qui continue à être promotionné par les autorités, il y a des films, des pubs où on dit qu'il faut aller se faire vacciner, alors qu'on sait qu'il y a déjà 80 000 enfants rien qu'en France qui sont sur des fauteuils roulants avec des scléroses en plaques. Le vaccin du papillomavirus, par exemple, pour le cancer de l'utérus, où ils font vacciner toutes les petites filles de 14 ans, alors que dans le document d'AMM, il y a déjà marqué que ce vaccin n'est absolument pas efficace contre le cancer de l'utérus, mais contre 2 papillomavirus qui peuvent éventuellement donner le cancer dans 30 ans, alors qu'on en a 100 dans le corps. Et même si ce vaccin était efficace contre ces 2 papillomas, il l'est que pendant 5 ans. Donc les petites filles de 14 ans à 19 ans, déjà, elles sont même plus immunisées contre ces deux papillomas. Plein de trucs comme ça. Il y a 18 000 morts par an en France par les médicaments, 130 000 aux États-Unis. Et là, personne ne dit rien. Je veux dire, on fait des campagnes pour les morts sur la route, c'est très bien, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi personne s'attaque à ça alors que c'est de notoriété publique? Maintenant, je suppose que comme moi, le peu que j'ai discuté avec vous avant d'entrer, je pense que vous êtes tous plus ou moins conscients quand même de ce qui se passe et que souvent on s'est dit il se passe des choses anormales et puis après on revient à sa petite vie, à son métier, à ses enfants et on oublie. Et entre-temps, il y a des milliers de morts, comme le disait Salim, par le cancer. Une personne toutes les 4 minutes en France meurt d'un cancer. Et je suis persuadée que parmi vous, il y a personne qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui est mort ou qui est atteint d'un cancer. À côté de ça, les médias vous balancent des dépêches absolument hallucinantes. L'autre jour, j'ai entendu un enfant sur 440 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Ça n'interpelle absolument personne. Ils disent ça entre le nouveau disque de Johnny Hallyday, voilà. Et c'est absolument aberrant, quoi. Donc moi, j'étais comme tout le monde. Et puis, au moment de la grippe H1N1, j'ai trouvé que là, vraiment, ils accumulaient, qu'il y avait trop de non-sens, de stupidité, d'incohérence dites par les autorités. Que les médias rabâchaient des dépêches qui étaient souvent contradictoires ou qui ne voulaient rien dire, mais vraiment sans aucun problème et sans se poser de questions. Et voilà, donc j'ai commencé à enquêter. Pour moi, d'abord, parce que il y a quelques années, je m'étais fait vacciner contre l'hépatite B et ma fille aussi, et que rétrospectivement, j'ai eu très peur et j'ai beaucoup culpabilisé. Donc je m'étais dit qu'on m'y reprendrait plus. Donc j'ai commencé à enquêter sur le H1N1. Et là, j'ai découvert mais vraiment des trucs absolument ahurissants que personne ne disait. Tellement ahurissants que j'ai fini par douter de mes capacités à comprendre. J'ai pensé que je devenais stupide et que j'avais peut-être pas tout compris. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est de repérer les experts qui me paraissaient au-delà de tout soupçon et de leur demander de me recevoir pour leur poser entre 4 yeux les questions que je me posais, à savoir est-ce que j'étais folle ou est-ce que c'était vraiment ce qui se passait. Et ces gens-là m'ont dit, non seulement confirmé, mais m'ont donné des informations qui laissaient présager que c'était vraiment pire que ça. Donc après, je me suis dit, le discours des autorités et des labos, c'est de dire ce sont des coïncidences, on n'y peut rien. Donc, coïncidence, c'est bien, mais quand c'est une fois, dans l'armée américaine, on dit une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est un complot.
Or là, quand on remonte un peu l'histoire, on s'aperçoit qu'ils nous ont fait 50 fois le coup dans les dernières décennies, toujours avec le même plan, c'est-à-dire au départ on nous dit tel médicament c'est génial, quand ça commence à chauffer un petit peu ils nous disent oui d'accord mais il n'y a aucune preuve qu'il y ait une relation de cause à effet. Et puis quand ça va très très mal ils nous disent oups, dans l'état des connaissances de l'époque on ne pouvait pas savoir que c'était dangereux. Or bon, je veux dire que quelqu'un ne sait pas le métier, s'en rende pas compte, d'accord, mais ces gens-là, soit ils ont comment on dit, pris le serment d'Hippocrate, prêté le serment d'Hippocrate, et donc leur première, je veux dire, eux devraient se poser la question avant de nous balancer des médicaments, ils devraient se demander si c'est vraiment bon ou nocif. Les politiques, j'en parle même pas, parce que comme ils ont été élus normalement pour prendre soin de nous, c'est un peu... voilà quoi. Donc après ça, on s'aperçoit que c'est vraiment le même plan. C'est-à-dire que dans chaque domaine, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans les médicaments, c'est exactement le même plan. C'est la même stratégie. C'est-à-dire que quand on regarde depuis les dernières décennies, ils nous ont fait je ne sais pas combien d'alertes à la grippe en nous disant qu'on allait tous mourir. À un moment donné, quand on voyait une oie dans un jardin, on commençait à avoir la trouille d'attraper la grippe aviaire. Après, ça a été bon. Et chaque fois, quand on regarde derrière, on s'aperçoit que, par exemple, les épidémies de grippe correspondent au moment où Rumsfeld est rentré 2 fois au gouvernement des 2 Bush, le père et le fils. La première fois, il a fait passer l'aspartame, et la deuxième fois, il a fait passer le Tamiflu. Et comme par hasard, après que le Tamiflu était homologué, on a eu des épidémies de grippe absolument, qui n'existaient même pas d'ailleurs. Donc là, on se rend compte que tout le système est verrouillé. Et qu'il n'y a pas, je veux dire, il faut absolument réagir par rapport à ça, parce que on ne sait pas comment ça a été possible. Enfin, moi, la question que je me posais, c'est comment ils sont arrivés à nous faire, à nous mener en bateau comme ça, et comment ça a été possible. Et donc, j'ai commencé à remonter dans le temps, et on s'aperçoit qu'en fait, ça a démarré après la deuxième, ça a pris de l'ampleur après la Deuxième Guerre mondiale. Quand un monsieur qui s'appelait Rockefeller a commencé à s'acoquiner ou plutôt à s'associer avec I.G. Farben en Allemagne, sans aucun problème, ils ont vendu aussi bien aux Alliés qu'au régime nazi. I.G. Farben, ils avaient quand même I.G. Farben Auschwitz où ils faisaient leurs petites expériences, ce qui fait que tout ce qu'ils nous ont dit après-guerre, qui étaient des découvertes d'après-guerre, c'était en fait ce qu'ils avaient trouvé en faisant les expériences sur les gens à ce moment-là qui étaient sans défense dans les camps de concentration. Après la guerre, on s'aperçoit que Fritz Termer, qui était le patron d'I.G. Farben,